Monsieur Diakité. Bonsoir. Promesse et désespoir d'un service public, la radio-télévision sénégalaise, c'est l'ouvrage que vous avez écrit et sorti. Je rappelle que c'est un ouvrage qui a été préfacé par le doyen Mamles Camara, d'accord, et qui donc aujourd'hui parle des difficultés, en tout cas au plan interne, que vit la RTS et dans son ensemble, je veux surtout parler de ce qui concerne ses ressources humaines, surtout au plan journalistique. En parcourant un peu toujours vos écrits et vos interventions, j'ai retenu un peu ceci. Vous avez eu à dire que ce que vous souhaitiez en écrivant ce livre, c'est que les gens le lisent, bien sûr, et qu'ils prennent conscience de ce qui se passe à la RTS depuis l'époque coloniale jusqu'à maintenant. M. Diakité, qu'est-ce qui se passe à la RTS depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours? Je vous remercie de m'avoir invité à ce plateau. Et je me réjouis d'autant plus que j'ai toujours aimé que ce genre de plateau existe dans les télévisions sénégalaises, pas seulement à la 2STV, mais à la RTS et dans toutes les autres télévisions, et également dans les radios, d'une manière générale, dans tout l'audiovisuel sénégalais, parce que le peuple sénégalais en a besoin. Les populations sénégalaises ont besoin d'une plus grande démocratisation de l'audiovisuel, du débat d'idées, comme le disait Sémi. Et ce débat d'idées ne peut être instauré qu'en donnant la parole à tout le monde. Tout le monde, je veux dire qu'il ne faut pas laisser l'audiovisuel aux seuls politiques et aux seuls amuseurs publics. Parce qu'actuellement, au Sénégal, il n'y a que les politiques qui font de la politique politicienne tout court et de la promotion politique, et les amuseurs publics qui ont droit de citer à la radio, à la télévision, de quelque bord que l'on soit, public ou privé. Et c'est dommage, car dans ce Sénégal-là, il y avait une époque, le Sénégalais faisait la fierté de tous les Africains parce qu'on le caricaturait comme l'intellectuel de l'Afrique. C'était le berceau du débat d'idées. C'était le berceau de l'intelligentsia africaine. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est comme ça qu'on le percevait. Et je me pose des questions, est-ce que jusqu'à maintenant, cette image du Sénégal est toujours réelle quand on se réfère à ce qu'on voit à travers la télévision et ce qu'on entend à la radio. Et je prends à témoin, un jour, le président Abdoulaye Wade recevait le CNRA, le rapport du CNRA, et il s'est réjoui de dire qu'il y a des étrangers qui lui disaient qu'au Sénégal, quand on ouvre la radio ou la télévision, on voit toujours les gens chanter et danser. Et lui, il en était fier parce que pour lui, ça veut dire que le peuple sénégalais est content, il est satisfait. J'ai dit, ça, c'est sa vision. Moi, j'ai vu ça autrement et je l'ai dit dans le livre. Et je me pose des questions, quel est en ce moment le rapport entre le Sénégalais et le travail, le Sénégalais et le savoir et le savoir-faire, la science, qui font développer, qui font avancer le monde. Et cela doit se refléter à travers l'audiovisuel sénégalais. Alors, pour vous dire un peu que c'est tout cela qui fait que j'ai pris ma plume pour écrire. D'une part parce que je sais qu'aussi les gens ne connaissent pas très bien la RTS. Même ceux qui travaillent au sein de la RTS ne connaissent pas très bien la RTS. Les pouvoirs publics qui l'utilisent à leur guise ne connaissent pas très bien la RTS. Moi qui vous parle, pour connaître la RTS, il m'a fallu faire des investigations, poser des questions, demander. Normalement, dans un organisme de radiodiffusion qui se respecte, dès qu'un nouveau venu arrive, on doit l'informer de là où il met les pieds. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire là et qu'est-ce qu'il ne va pas pouvoir faire là. Et ce qu'il va faire, à quoi ça va servir et à qui ça va servir. Nous avons des maisons de radio et de communication, des radios de communication, d'information qui n'informent pas même son personnel. C'est tout ça qui m'a poussé à prendre ma plume. Après 39 ans de carrière, d'observation, d'analyse, de réflexion, je me suis dit, je ne partirai pas sans laisser quelque chose à la postérité, à mes confrères qui viendront après moi, à ceux qui dirigeront la radio et la télévision de service public et même de services publics privés après moi, au pouvoir public et à toutes les populations qui s'intéressent, qui utilisent ce média, qui est un média très important. Donc voilà un peu résumé de façon assez succincte ce que j'ai voulu dire dans ce livre-là. Évidemment, je n'ai pas pu tout dire dans le livre. J'en ai brossé quelques aspects. Et en quelque sorte, je me dis, c'est une contribution à un débat. C'est une contribution à un bouillonnement d'idées
à un bouillonnement de questionnements que les gens sont en train de mener à travers les populations, à travers les rues, les maisons, les salons, dans les champs, dans les ateliers, dans les usines. Tout le monde, chaque fois qu'on voit une émission, chaque fois qu'on voit un article de la radio ou de la télévision, on se pose des questions. Des multitudes de questions auxquelles j'ai tenté de répondre un tant soit peu. Je n'ai pas la prétention de répondre à toutes les questions, mais je me dis, ça peut peut-être créer une certaine émulation au niveau de mes autres confrères pour que chacun de nous puissions dire ce que nous savons de cet outil que nous utilisons, qui est un outil formidable, adapté à l'oralité, l'audiovisuel, et qui est très adapté également à notre forme de démocratie traditionnelle que nous connaissions, qui est la démocratie participative sous l'arbre à palabre. Au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui aimeraient s'exprimer, mais ils ne le peuvent pas. Il y a des ouvriers, il y a des mécaniciens, il y a des paysans, il y a des chauffeurs, il y a des intellectuels, il y a des porteurs d'initiatives qui font chaque jour que Dieu fait des choses merveilleuses dans ce pays-là. On ne les connaît pas, on ne les découvre pas. Même nos grands hommes, on ne les connaît plus, on ne les découvre plus. Des grands hommes, des grands intellectuels qui sont sortis des universités francophones, des universités arabophones. Moi, j'utilise plutôt le mot arabophone que arabisant. Je trouve que le mot arabisant ne colle pas comme il faut. Je préfère parler des arabophones, des francophones, des wolofophones, des mandingophones ou bien des polarophones, ainsi de suite. Donc dans les universités francophones, les universités arabophones que nous avons ici, les écoles arabophones et francophones, il y a des gens qui sont sortis, des gens qui ne sont même pas allés dans ces écoles-là, qui ont un savoir et un savoir-faire, à qui on devrait donner la parole pour qu'ils disent ce qu'ils pensent dans la marche de ce pays-là. Ce pays a besoin de marcher sur les pieds et non sur la tête. Ce pays a besoin de marcher, mais il n'a pas besoin de passer tout son temps à faire la fête ou bien à s'amuser ou à être distrait de l'essentiel. Ça fait partie de la vie, la distraction, tout ça, mais nous ne devons pas nous consacrer uniquement à cela. Bien sûr. Je ne suis pas un prophète, je ne dis pas que j'en sais plus que tous les autres, mais j'ai ma façon de voir les choses. Je dis que j'ai droit à parler, à dire ce que je pense pour que ça crée. Vous n'avez pas, comme vous l'avez dit, hein, vous dites que vous n'avez pas la prétention de tout savoir et de tout peut-être transcrire dans votre ouvrage et tout, mais vous aviez envie, certainement à un moment donné de votre carrière, n'est-ce pas, donc de laisser quelque chose à la postérité, surtout aux jeunes qui viendraient peut-être à la RTS pour y travailler. Restons-y justement à la RTS. Vous décrivez dans votre livre une façon de faire de l'audiovisuel public qui véritablement ne rend pas peut-être service si on s'y arrête au public. Je veux dire, nonobstant le slogan le public, notre raison d'être, vous avez l'impression de un petit peu de nous expliquer qu'en réalité, depuis l'aube des temps, cet outil-là, cet instrument audiovisuel a toujours été au service des hommes politiques qui l'ont utilisé à des fins propagandistes et à des fins de campagne électoraliste, etc. Mais en tout cas, à des fins, n'est-ce pas, donc de véhiculer un petit peu leur image et leur image propre. Est-ce à dire en termes concrets, je voudrais que vous puissiez un petit peu revenir avec nous sur des aspects qui se passent au niveau de la RTS et qui font qu'aujourd'hui peut-être le public, comme je l'ai rappelé tantôt, ne se reconnaît pas véritablement derrière ce qui est entrefait et qui devrait être fait pour lui-même. Je voudrais que vous m'aidiez un peu parce qu'il y a tellement de choses qui se passent à la RTS. J'ai tellement de choses à dire que si vous ne me posez pas de questions assez précises, je ne saurais pas par où commencer. Vous avez parlé du cas de M. Babacar Diagne, qu'on connaît, qui est passé à la RTS, qui a eu la chance, le privilège peut-être, véritablement d'avoir travaillé avec au moins 2 régimes. D'accord ? Il était là lorsque le président Abdou Diouf était au Sénégal. Il avait fait des choses au niveau de la RTS qui peut-être n'ont pas plu. Lorsque Abdoulaye Wade est arrivé également au pouvoir, nous avons vu qu'il a peut-être continué dans cette lancée-là. Vous l'avez évoqué dans votre livre. Vous avez un petit peu décrié cette façon-là de faire. C'est peut-être un exemple concret, non? Bon, l'exemple de Babacar, je n'aurais pas pu m'appesantir là-dessus si ce n'était pas un cas assez singulier. Moi, je ne blâme pas Babacar Diagne. Je ne me plains pas de lui non plus. Ce que je déplore, c'est que le pouvoir a utilisé Babacar. Le pouvoir a formé Babacar pour ce qu'il devait faire à la RTS, ce qu'il a toujours fait à la RTS. C'est le pouvoir qui l'a formé comme ça.
Je l'ai dit dans le livre, c'était un étudiant, un élève d'abord socialiste, étudiant socialiste. Il faisait partie des jeunesses socialistes qui étaient dirigées à l'époque par Di Boka. Et c'est pendant cette période qu'il est venu à la RTS. Je ne peux pas vous dire exactement qui l'a amené. Mais je sais que c'était un jeune socialiste. Et qu'à l'époque, Di Boka, qui était le patron des jeunesses socialistes, était également le patron de l'information. Est-ce lui? Est-ce pas lui? Je ne sais pas. Je n'ai aucune information, je n'ai aucune preuve là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que, en tout cas, Babacar est venu, sorti des écoles, parce qu'il était professeur d'anglais. Il est venu à la RTS. Quand il est venu à la RTS, quelques temps après, on l'a amené à Lille, pour un stage de quelques mois. Et je crois que lui-même, il le dit quand il parle de Ségala. Peut-être que Ségala est un de ses professeurs. Donc Babacar est venu pour faire de la propagande politique pour le Parti socialiste. Il est entré à la RTS par le sommet. Il est venu directement rédacteur en chef adjoint. Puis rédacteur en chef, puis directeur de la télévision, il est devenu finalement directeur général. Donc je me dis que ce n'est pas quelqu'un qui a fait du journalisme. Et puisqu'il n'est pas venu pour faire du journalisme, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire, loyalement, honnêtement et sincèrement. Et moi, je déplore cela, parce que notre outil de travail n'est pas un outil de propagande, ce n'est pas une maison de communication politique. La RTS, c'est un service public de radiodiffusion, télévision, pour faire de l'information, de la culture et de la distraction, comme le dit ses statuts, comme le disent ses statuts. Voilà en fait ce que moi j'ai. C'est pourquoi j'ai essayé d'expliquer un peu comment les choses sont passées, exactement pour que les gens comprennent mieux. Parce que si je me limitais à une certaine caricature comme ça, ou un certain croquis, les gens ne pourraient pas comprendre. Il fallait que j'entre dans certains détails. Mais ce n'est pas la personne de Babacar qui m'intéresse en fait. D'accord. Nina Penda-Faye. Merci Babacar. Permets-moi d'abord de redire bonsoir à Kajali Diakité. J'ai le plaisir de revoir sur ce plateau. C'est une grande joie pour moi déjà de lire son ouvrage, également de lire la préface du doyen Mamles Camara qui a participé à ma formation. De même que Kajali, parce que j'aime rappeler que j'ai fait mes premiers pas en radio à la RTS. Ça a été une grande école pour moi. Et il fait partie des gens qui m'ont formé et qui m'ont encadré, entre autres personnes bien sûr. Et à travers sa personne, je passe le bonjour à tous ces journalistes qui travaillent à la RTS, surtout à la radio, et qui m'ont formé, parce que je le leur dois. C'est une maison qui regorge de journalistes de talent, de journalistes formés à la bonne école. Mais malheureusement, la RTS est malade. Elle est malade de quoi? Est-ce que c'est de la qualité des hommes qui dirigent la RTS? Est-ce que c'est de la qualité des hommes qui y travaillent? Ou est-ce que la RTS est malade parce que le pouvoir n'arrive pas à sortir ses mains de son organisation générale? Et quand je parle de son organisation, je parle du fonctionnement de la RTS. Quand on vous lit, on a cette histoire et comment elle est née réellement, la RTS, et surtout la télévision. Qu'est-ce qui intéresse le pouvoir quand on vous lit? C'est plutôt la télé, moins la radio. Et pour nous autres qui avons fait la radio et qui sommes arrivés à la radio très jeunes, et qui disions que nous sommes venus parce que nous avions quelque chose à montrer, que nous voulions montrer que nous avions été bien formés et que nous étions là pour servir le Sénégal. On a été vite refroidis. C'était à la limite un désenchantement parce que ce qui se passait à la RTS n'était pas ce qu'il fallait et ce qui devait arriver. Parce que c'est un service public qui doit être une télévision, une radio de tous les Sénégalais. Pas d'une seule partie, mais de tout un ensemble. Et on n'a pas retrouvé ça. Alors, est-ce que la RTS est malade de ses dirigeants? Est-ce que c'est l'État qui pose problème? Ou est-ce que c'est le personnel de la RTS qui pose problème? Quand vous avez fait
ce travail pendant longtemps, vous en arrivez à quelle conclusion? La RTS est malade de quoi? Kajali. Encore que je te remercie en tout cas pour avoir rappelé les bons souvenirs que nous avons eus, des bons moments que nous avons eu à passer ensemble à la radio. Encore qu'à la radio, ça va beaucoup mieux. Ah. Par contre, à la télévision, c'est autre chose. La radio-télévision sénégalaise est malade de quoi? Elle est malade de sa naissance. La radio est un legs colonial. Malheureusement, ce legs colonial n'a pas été pris en charge par les pouvoirs publics, par les Sénégalais, nouvellement indépendants, pour en faire un outil qui va leur servir, qui va les servir. Le colon a fait entrer la radio pour ses besoins de domination, pour ses besoins de façonnement de l'esprit des Africains dans le sens de ses intérêts. Quand le colon est parti après les indépendances, il nous a légué cet outil extraordinaire de communication de masse. C'était à nous, Sénégalais, de redéfinir la politique que nous devons mener à travers cet instrument-là. Un instrument n'a de valeur que par l'utilisation qu'on en fait. Et cette utilisation aussi, elle doit être définie par rapport à qui, par rapport à quoi, quel objectif, quel résultat obtenir. Tel n'a pas été le cas. On est entré dans le train en marche, nous sommes partis avec, sans chercher à savoir ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Ça, c'est la première erreur qui a été commise. Donc, nos nouveaux dirigeants sont entrés dans la radio, dans le sillage du colonisateur et ont continué. Comme dans beaucoup d'autres domaines en Afrique. On n'a rien changé, on n'a rien réformé, on n'a rien réadapté. La télévision, elle, je vous l'ai dit dans le livre, elle était née de façon prématurée, inattendue et improvisée. C'était vraiment de l'improvisation. Prématurée parce qu'il y avait un embryon ici, qui était la radio-télévision, plutôt la télévision scolaire, qui n'était pas encore une télévision nationale, mais qui pouvait être un embryon qu'on pouvait reformater pour l'amener à être une radio, une télévision nationale. Excusez-moi, je parle toujours de radio parce que je suis naturellement radio. Donc 39 ans de radio, j'ai du mal à même parler de télévision. De formation professionnelle. Voilà. Donc, la télévision est née de façon prématurée. Il n'a pas été conçu. S'il n'a pas été conçu, s'il naît comme ça, on l'utilisera très mal. Et c'est ce qui est arrivé au Sénégal. Je ne vais pas entrer dans les détails, ça se trouve dans le livre. Vous pourrez le dire plutôt, peut-être, vous pouvez le voir, ceux qui peuvent voir les livres et les lire. Mais voilà en fait la maladie de la RTS. C'est un instrument qui n'a pas été conçu par nous, dont la naissance, nous ne l'avons pas maîtrisé. Son utilisation n'a pas été organisée au niveau national pour que nous en fassions un instrument qui nous serve, qui serve nos intérêts du présent et du futur. Tout le problème est parti de là. Ensuite, nous avons quand même réussi à continuer avec cette radio et cette télévision-là. Nous sommes dotés de statuts plus ou moins hybrides, plus ou moins bâtards. On avait tout le temps l'habitude de faire du mimétisme sur la France. Chaque fois qu'il y avait une réforme en France, on en faisait ici, mais on la faisait mal. Et on ne l'adaptait pas à nos propres besoins. À nos propres réalités, à nos propres besoins. Nous avons des besoins et des réalités. Il fallait conformer la radio et la télévision à ces deux éléments. Et à l'avenir que nous voulons donner au Sénégal et aux Sénégalais. Voilà en fait le fond du problème. Et aujourd'hui, il est grand temps de revoir tout cela. D'autant plus que nous sommes à l'orée de l'entrée dans le numérique. Nous allons quitter l'analogie où aujourd'hui les radios et télévisions pourront avoir plus de marge de manœuvre pour rien que de la diffusion. Il faut promouvoir la production autrement, avec d'autres structures, avec d'autres instruments, mais sans que l'État soit absent complètement. Il faut que l'État soit là toujours pour réguler. Parce que c'est un domaine très particulier. Quelqu'un disait que la radio et la télévision, on ne doit pas le laisser entre les mains de n'importe qui. Mais c'est n'importe qui, là, peut même être l'État.
Mais ça peut même être les pouvoirs publics. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Justement, dans cet ouvrage... Parce que, je dis l'État, plutôt les hommes politiques qui sont censés gérer cet État-là, en ont fait un instrument qui est en porte-à-faux avec ce que cet instrument devait faire comme travail pour les Sénégalais. Alors quand moi j'entends souvent les hommes politiques dire, ou les présidents de la République dire, on ne doit pas laisser la radio et la télévision entre les mains de n'importe qui, je dis, mais ce n'importe qui, est-ce que ce n'est pas vous-même? Parce que, en fait, quand on parle justement de n'importe qui, dans cet ouvrage, vous nous faites comprendre, quand vous parlez du passage ou de la présence, de l'arrivée du président Wade, et comment la RTS et surtout la télévision s'est comportée pendant 12 ans, c'était une grande déception. Et à la limite, on peut dire n'importe qui, c'était l'État ou le pouvoir ou Wade qui voulait être là tout le temps présent et qui a mis les hommes qu'il fallait pour que justement ça se fasse. Mais est-ce que la solution, c'est quand vous donnez les deux exemples et vous nous parlez de la direction de Babacar Diagne et la direction de Matar Sylla, avec le parcours de ces deux hommes, est-ce qu'il faut à la RTS un directeur général formé à la bonne école, journaliste, ou qu'est-ce qu'il faut? Parce que je pense qu'à la RTS, ils ont connu tous les profils. Mais ça n'a pas changé. Des administrateurs, des techniciens, des journalistes qui ont été directeurs généraux, des directeurs généraux de la RTS ou des directeurs de services techniques. Mais enfin, ce qu'il y a, c'est que, bon, j'ai parlé brièvement de Babacar. Mais dans le livre, vous n'en parlez pas brièvement. Non, j'ai dit on a ici, eu l'impression qu'à un moment, je parle du plateau. Qu'à un moment donné, que vous étiez vraiment fâché contre le monsieur. Mais heureusement je suis fâché contre son travail. Contre son travail. Oui. Heureusement qu'à la page 61, vous nous dites, tout cela prouve qu'en réalité, c'est le profil professionnel de Babacar Diagne qui intéresse, parce qu'il correspond à la fonction et aux missions attendues de tout prétendant au poste de directeur général de la RTS. On comprend que vous n'avez rien contre le monsieur, mais il a fait le travail qu'on lui a demandé de faire. Et je vais vous donner une anecdote. Oui. Une fois, lors d'une assemblée générale du syndicat qui a convoqué tout le personnel pour fustiger le travail de Babacar Diagne à la tête de la RTS. Je n'ai pas l'habitude d'intervenir dans ce genre de forum. Mais en écoutant tout le monde parler, tout le monde s'en prenait, Babacar Diagne, j'ai pris la parole. J'ai dit, mais Babacar Diagne, c'est un produit de la maison. Babacar Diagne, il est encore dans la maison. Si cette maison-là croule, ça va crouler avec lui. Il n'a pas intérêt à ce que cette maison croule. Ce que vous ne savez pas, peut-être que Babacar peut être mis en cause, mais il n'est pas le seul mis en cause. Et le véritable problème de la RTS, c'est un problème structurel. Vous êtes en train de prendre le mauvais côté du mal. Le problème de la RTS, il est beaucoup plus structurel que conjoncturel qu'un problème d'homme, même si ces deux-là sont réels. J'ai dit, attelons-nous à savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la structure. Quelles sont les réformes que nous devons envisager ou proposer au pouvoir public pour que nous sortions de l'ornière. Parce que chaque année, après chaque directeur général, les mêmes problèmes arrivent. Les mêmes problèmes nous tiennent à la gorge. Est-ce qu'on peut dire que c'est seulement un problème de personnes? Ne nous trompons pas de cible. J'ai dit, faites attention. Vous passez tout votre temps à parler de Babacar, mais le vrai problème n'est pas Babacar. Le vrai problème, c'est la RTS même, ses statuts, la réforme de cette maison-là, c'est ça le vrai problème. Et tiens-toi bien, quand j'ai dit ça, des gens sont allés dire à Babacar, « Ah, tu as un bonhomme qui est là. Lui, il faut que tu l'approches, qu'il vienne avec ici, il est dans ton camp. » Ces gens sont venus me parler, me dire que Babacar te promet bientôt un poste de responsabilité. J'ai dit, ok. Vous voyez, donc même Babacar lui-même, il perçoit mal le problème. Tout à fait. Je me dis que les gens, ils sont dans cette maison, ils ne connaissent pas ce problème, ils ne connaissent pas les problèmes de cette maison-là. Ils ne savent pas comment cette maison doit être beaucoup plus fonctionnelle, beaucoup plus efficace pour le bien-être de tout le monde. Voilà en fait le grand problème. Mais quand on fait la balance aujourd'hui par rapport à ces deux, dans la même maison, la radio et la télé, on se rend compte que la radio et la télé n'empruntent pas les mêmes voies. La radio, vous l'appelez la rebelle. Oui.
radio RSI, la rebelle, parce que ce qu'on entend... Pas RSI, la radio. RSI, c'est une entité de la radio. C'est une entité de la radio, Radio Sénégal International, parce que nous avons la chaîne Inter. Mais quand vous nous parlez de Radio Sénégal, c'est carrément l'opposé de la télévision. Oui, qu'est-ce qui explique ce fait? Mais simplement, je l'ai expliqué, les pouvoirs publics ne s'intéressent pratiquement qu'à leur image. Et l'image, c'est la télévision qui le rend ça, qui donne ça aux populations. Babacar a été formé uniquement pour l'image. Et toutes les populations sénégalaises sont plus ou moins omnibulées par l'image. Je vous dis, moi, quand je fais un reportage, quand je dis que je suis de la radio, on m'écarte. On a tous mais il est arrivé une fois, même un Premier ministre m'a renvoyé. Comment? Je dis que c'est parce que la télé véhicule beaucoup mieux l'image, qu'elle est plus puissante. Oui. Peut-être effectivement que ça marche. Mais parce que aussi au Sénégal, on utilise la radio pour sa promotion sociale et politique plus que pour l'information. Et c'est dommage parce que pour moi, la radio Sénégal, quand même, je pense qu'elle n'est pas très bien écoutée également. Peut-être ça aussi. Mais elle non plus n'est pas sur la bonne voie, mais elle est plus ou moins, elle échappe plus ou moins à la surveillance ou à la pression des pouvoirs publics et des populations. Merci. Bonsoir, monsieur Diakité. Donc, en lisant le livre, comme vous le disiez tout de suite, on a la confirmation de ce qui se fait ressentir quand on regarde la RTS, mais aussi quand on zappe sur les autres chaînes. On a l'impression que la télévision est un outil qui est tombé entre la main de personnes qui ne connaissaient pas la force, ni l'impact, ni le degré de dangerosité, si je puis dire, de l'outil qu'on a mis entre leurs mains. Donc on a vu un outil qui est là, qui est la télévision qui va avoir 40 ans, je crois, qui est là depuis les Jeux de Munich de 1974. Donc 72. Voilà, donc ça va faire 42 ans qu'on a une télé et qui est manipulée par des gens qui ne savent pas au fait c'est quoi la télévision. Parce que vous le disiez tantôt, lorsqu'il s'agit des émissions, comme on en voit, il n'y a que la musique à la télé. Il y a 80% de musique, 10% d'informations, on va dire. Musique. Voilà. Et puis le reste, on essaie de meubler. C'est dans toutes les télés également. Mais quelle musique également? Bon, c'est la plupart des télés. C'est la RTS, mais le privé aussi, je crois qu'ils sont venus. Ils ont suivi un modèle qu'ils ont trouvé ici et qui se disaient, comme c'est comme ça qu'on fait la télé, ils ont essayé de copier le même modèle. Mais moi, ce que je me dis, est-ce que ceux qui travaillent à la RTS, est-ce qu'ils sont conscients de leur mission? Parce que vous le disiez tantôt, j'ai l'impression que quand ils se réunissent et qu'ils parlent de problèmes, ils parlent plutôt de problèmes crypto-personnels, de problèmes de salaire, de problèmes de leadership, des problèmes internes à l'entreprise. Mais est-ce qu'ils sont conscients de l'enjeu par rapport à leur travail sur les populations? Ça, c'est une bonne question. Je ne vais pas me faire l'avocat des agents de la RTS. Je n'apporte pas le boubou ni la veste. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que, à mon image personnelle, si je m'en tiens à ma personne, je sais que nous sommes conscients du rôle et de notre mission. Mais nous sommes également conscients que nous sommes incapables de remplir ces missions convenablement pour quelques raisons que je peux évoquer ici. Vous savez, depuis longtemps, le personnel de Radio Sénégal se bat pour un service public de qualité qui passe par un financement public adéquat. L'audiovisuel, ça demande beaucoup d'argent. Ici, nous sommes à la 2STV, c'est un privé. S'il était là, il allait vous dire, ça coûte énormément cher. Et le peu de budget que nous avons à la RTS, ça fait à peine 3 milliards. Les 80%, c'est des charges de personnel. Les 80%, c'est des charges de personnel. Donc le personnel étant conscient de ça, le pouvoir public ayant été sensibilisé, n'ayant pas réagi. Mais ils vont se battre pour quoi? Ils vont se battre pour leur pain.
C'est tout à fait normal, c'est légitime. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de recrutements politiques, non? Des gens Oui, il y a des recrutements politiques, mais au-delà de cet aspect-là, il faut savoir qu'un service de radio-télévision comme la RTS a besoin de 3 à 4 fois plus de personnel que ce qu'il y a là-bas actuellement. Mais quand on sait que la Mais le plupart problème, des c'est personnes qu'il faut qui sont un personnel là-bas de qualité. ne travaillent pas aussi... Attendez-moi, je vais vous expliquer. Vous m'avez posé une question, je vais vous expliquer. Alors, le financement public, il faut qu'on l'ait à la RTS. Parce qu'à la RTS, il n'y a pas de budget de production. Et le budget de production, c'est ça qui tient un service de radio-télévision. Mais à la RTS, il n'y a rien pratiquement. Et le peu que nous avons, c'est l'État qui prend tout pour sa propre propagande. Plus, maintenant, tout ce qui gravite autour du pouvoir, notamment les hommes d'une certaine classe sociale, ce qu'on appelle les chefs religieux, entre guillemets. Parce que le mot chef religieux aussi, c'est une question... Mais j'allais y revenir parce que j'ai vu dans le... Ensuite, il y a les chefs coutumiers, il y a... Voilà, je dois donner la parole à Kémy. Parce que c'est terminé. Mais je voulais vous dire que donc, si les gens sont conscients qu'ils ont une mission à mener, mais cette mission, il ne faut pas la mener avec la bouche, il ne faut pas la mener avec le vent. Il faut des moyens. Mais quand on sait que la RTS est la chaîne au Sénégal qui a beaucoup plus de matériel que toutes les autres chaînes, et quand on regarde la RTS... Ce matériel, il est acquis comment? Est-ce que vous savez? C'est des dons ou des choses de ce genre. Mais on n'a pas de budget, on n'a pas de prévision. Mais pourquoi ils ne l'utilisent pas pour faire des productions, je veux dire? Mais le matériel, qu'est-ce qui fait fonctionner le matériel? Mais non. C'est pas les hommes seulement. Oui, c'est pas que les hommes sont là, le matériel est là, mais on va le transporter sous nos têtes. Il faut des véhicules, il faut de l'argent pour faire bouger les choses. Après, c'est un problème de management. Mais j'allais revenir sur ce que vous disiez tantôt. Vous disiez qu'il n'y a que les hommes politiques et les religieux qui utilisent l'espace télévisuel. Vous parliez aussi des langues. Ce que je voulais dire, c'est que quand c'est que le Sénégal est un pays extrêmement religieux, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, c'est quelque chose qui se perçoit dans la société. Est-ce que ce n'est pas normal qu'on puisse voir ça à la RTS? Même quand on regarde la télé, c'est juste les jeudis ou les vendredis qu'on voit cet aspect religieux. Donc je ne pense pas qu'il y a un accaparement de ces religieux. Moi, ce que je vois de religieux à la radio ou à la télévision, ce sont les confréries. Non, attendez. Ce que je vois de religieux. Je parle français. Je ne suis pas très fort en français, mais je parle français. Ce que je vois de religieux, ce sont les émissions éducatives. Les émissions qui informent les musulmans sur ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire, sur ce qu'est leur foi, sur leur comportement de tous les jours. C'est ça que j'appelle du religieux. Et le reste c'est du folklore. Je ne dis pas que c'est du folklore, mais c'est de la promotion sociale de ceux qui sont vêtus du boubou de religieux. Mais ce et que qui je veux font dire, leur affaire avec cette... Le service public doit être... Je suis d'accord, il doit être à tout le monde. Voilà, à l'image du pays. Mais il ne faut pas qu'il y ait un accaparement. On est dans un pays où ce que nous voulons éviter, c'est l'accaparement. Oui. Mais regardez les tranches... Vous parlez aussi des langues pour qu'on puisse véhiculer toutes les langues. Mais quand on est au Sénégal, on se rend compte que tout le monde parle Wolof. Donc c'est normal qu'à la télé, que le Wolof soit prédominant par rapport aux autres langues. Sinon, il y aurait une télé qui ne reflèterait pas la société sénégalaise. Peut-être que cette télé-là, ce sera un idéal. Qu'est-ce que vous appelez la société sénégalaise par rapport aux langues? La société sénégalaise, c'est un pays où tout le monde parle Wolof. Ah bon? C'est ça là, votre société sénégalaise? Mais non, c'est pas mon Sénégal. Mais c'est quelque chose qui est là. Mais les autres... Au plan de l'information... Non, les autres, ils sont présents. Le fait qu'il y ait une langue Wolof partagée par la grande majorité des Sénégalais, c'est une grande chance. Je suis d'accord. C'est une grande chance, d'accord. Je suis d'accord. Mais ne limitons pas la société sénégalaise à la seule culture Wolof. Ça nous appauvrit. Ça, c'est vrai. Nous avons beaucoup d'autres richesses à puiser des autres cultures et des autres langues qui pourraient nous amener ailleurs, à d'autres niveaux de développement. Depuis combien de temps on ne parle que le Wolof? Mais il y a le journal en sérère, il y a le journal mais même ce Wolof, il est mal utilisé. Il est mal exploité. Cette culture Wolof est mal exploitée.
Bon, c'est ça. Je vais y arriver. Monsieur Diakité, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment pour cet ouvrage dense qui, contrairement aux apparences, bien que le titre nous oriente vers la problématique de la RTS, est à mon sens, vous me direz ce que vous en pensez, une critique probablement de l'outil de la télévision de manière générale et parfois même de son rapport, vous me dites si je me trompe après, hein, de son rapport au pouvoir. Vous avez fait un résumé très précis, très juste, quasi scientifique sur le rapport historique qu'il y a eu entre certaines catégories politiques, certaines classes politiques dirigeantes sénégalaises et la RTS de manière générale. Lorsque vous nous présentez ces problématiques et que vous nous laissez prendre à l'horizon des solutions, on se rend compte que la problématique de l'accaparement par certaines confréries ou certaines classes politiques du service public est une problématique qu'on ne retrouve pas simplement au Sénégal, mais que l'on retrouve dans bon nombre, malheureusement, de pays. On a la sensation, et c'est pour ça que ce livre m'a à la fois, en effet, donné de l'espoir, d'accord, mais en même temps m'a fait douter peut-être de certaines solutions proposées ou apportées ou de début de réflexion donnée, dans le sens où, partout dans le monde, malheureusement, on le sait, le système médiatique est quasiment pris en otage par une certaine catégorie politique, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie. Et bien souvent, les journalistes sincères et rares sont ceux qui sont vus comme les moutons noirs parce qu'ils ne veulent pas suivre la ligne de conduite qui est dictée par une classe politique qui s'est liée de manière affairiste, hein, disons les choses telles qu'elles sont, avec les journalistes. Et je vous pose la question, est-ce que vous pensez sincèrement qu'un jour, même si ce sont des solutions, des propositions que vous nous donnez qui doivent nous permettre d'aller vers l'avant, mais est-ce que vous pensez sincèrement qu'un jour, on aura une télévision qui sera 100% indépendante, qui sera tournée vers la notion d'informer réellement? Aujourd'hui, beaucoup de gens se détournent de la télé à cause justement du fait qu'ils ont l'impression que tout est uniformisé et se dirigent vers Internet. Vous en parlez un petit peu d'ailleurs de manière très juste aussi. Est-ce que vous pensez que la télévision peut remplir le rôle originel qui était le sien au commencement et qu'on ne voit plus aujourd'hui malheureusement? Je suis d'habitude positiviste et optimiste. Et je vais vous répondre oui. Ça pourrait arriver un jour à un certain degré. Parce que même les pays que vous avez cités, en parlant de l'Occident, des pays européens qui sont plus nantis que nous, où il y a l'accaparement par une certaine oligarchie ou bien un certain pouvoir politique ou financier. Dans le monde entier, l'information est manipulée. Exactement. Aucune information n'est libre. Toutes les informations sont manipulées. Mais on peut souhaiter que ces informations soient manipulées dans le sens de faire avancer le monde de façon positive. Parce que nous, qu'est-ce que nous voulons en Afrique? Nous voulons nous développer. Bien sûr. Mais jusqu'à présent, nous sommes à lutter contre la pauvreté. C'est inouï. Après combien d'années d'indépendance? Après combien de politiques agricoles? Après combien de politiques industrielles? Après combien de politiques sociales, de politiques culturelles? Nous sommes encore en train de nous battre contre la pauvreté. On ne se bat pas contre le chômage, comme certains pays avancés qui se battent contre le chômage. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est que le chômage. C'est quelqu'un qui a perdu un emploi qui chôme. Mais quelqu'un qui n'a jamais été employé, il court après un emploi. Donc lui, il est affecté par le sous-emploi. En Afrique, nous sommes affectés par le sous-emploi. Et en plus du sous-emploi, nous avons le chômage. Nous en sommes encore là. Nous luttons contre deux phénomènes. Le sous-équipement, le sous-développement, le sous-emploi et en plus le chômage. Alors que les moyens sont là, paradoxalement. Les moyens matériels sont là, les ressources sont là, les hommes aussi sont là. La matière grise est là, le savoir et le savoir-faire sont là. Allons les chercher, mettons-les devant la scène. Puisqu'au Sénégal, nous sommes quand même férus de télévision, en Afrique d'une manière générale, nous sommes férus de radio et de télévision. Mettons ça à la radio et à la télévision. C'est d'ailleurs une meilleure manière de faire la promotion des politiques publiques de nos hommes politiques. Nos hommes politiques pensent que prendre la caméra, les suivre pas à pas, partout où ils vont, faire
faire voir leurs faits divers de tous les jours. C'est ça, montrer le travail qu'ils font. Mais ils se trompent. Si ça devait faire avancer les choses, on aurait déjà avancé il y a longtemps. Ça, ce sont des faits divers. Mais le vrai problème, c'est que quand moi, Sénégalais, je me lève le matin, j'ai besoin de deux denrées de première nécessité. Mon petit déjeuner et l'information. Tous les jours que Dieu fait, chacun de nous, quand il se lève, il cherche l'information. Quelle information? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire ou qu'est-ce que je vais pouvoir exploiter pour améliorer ma vie de cette journée-là? C'est des informations que nous cherchons. En cherchant ces informations-là, on bute sur des institutions, des hommes. On se frotte à des institutions, à des hommes, à l'administration, et dans ces démarrements de tous les jours, en quête de quelque chose qui peut nous servir. Quand je vais chercher un extrait de naissance, pour un dossier, je vais à la mairie. Est-ce que la mairie fonctionne bien? Si la mairie fonctionne bien, alors l'État fonctionne bien. Je veux avoir une bourse, je vais au service des bourses, si je trouve des gens qui sont sur place et que je peux avoir tout de suite ce que je veux dans les temps et dans les délais, alors je dirais le service des bourses marche, donc le ministère de l'enseignement fonctionne. C'est ça en fait le fond du problème. L'État doit savoir que son fonctionnement, la visibilité de sa politique ne se reflète pas à travers le visionnement des hommes politiques qui se débattent ou bien qui s'engueulent ou bien qui se pavanent en costume cravate dans des séminaires, des colloques ou des cérémonies de je ne sais quoi encore. Mais le fait qu'ils ont su organiser l'État, organiser la nation et faire la régulation entre les différentes composantes de cette nation-là, pour que tout le monde puisse s'en sortir et trouver une solution aux problèmes auxquels il est confronté chaque jour qu'il fait quand il se réveille de son lit. Mais c'est ça, c'est les solutions qu'il trouve à ça, qui prouvent que l'État à qui il a confié ses destinées à travers un suffrage, cet État-là a travaillé pour lui. Monsieur Zekité, j'entends parfaitement votre réflexion à ce sujet. Mais donc si je l'entends justement parfaitement, est-ce que vous êtes en train de dire que c'est une rééducation politique, des politiques, qu'il faut effectuer principalement et donc par conséquent... De tout le monde. Mais en priorité des politiques, puisque ce sont eux qui ont, j'ai envie de dire, la main principale. Et ils se sont accaparés, mais ils pensent que ça leur appartient, mais ça ne leur appartient pas. Même si c'est l'État qui finance la RTS, par exemple. Ça n'appartient pas à l'État. Parce que l'argent qu'il utilise pour financer la RTS, c'est de l'argent public. Mais comment donc ça, c'est de l'argent. Soit c'est de l'argent tiré des impôts et des taxes qui sont perçus dans ce Sénégal, ou c'est de l'argent qui est obtenu dans le cadre de la coopération au nom des Sénégalais. Donc c'est de l'argent qui appartient aux Sénégalais. Donc si on finance la RTS sur cette base-là, la RTS c'est pour les Sénégalais. Donc la RTS doit travailler pour les Sénégalais, les pouvoirs publics y compris. Qu'est-ce que la population, et j'en terminerai par là, toujours pour aller dans votre réflexion, qu'est-ce que la population peut faire de manière pratique, de manière concrète, pour faire plus encore valoir ses intérêts au sein du service public sénégalais, pour que le débat puisse basculer et qu'on ne soit plus dans une prise d'otage, clairement, médiatique, comme elle s'opère actuellement. En ce qui concerne le service public, si on avait vraiment une culture de la redevance, c'est ça, on aurait pu régler le problème. Malheureusement, il n'y a pas cette culture au Sénégal, pour le moment. Peut-être que ça viendra avec une certaine émergence. Parce que pour avoir une culture de la redevance, il faut avoir les moyens de payer même les impôts. Les services des impôts courent derrière des taxes et des impôts et sans les recouvrer comme il le faut. Mais au-delà de l'absence de culture de redevance, je disais tantôt que l'argent public qui sert à financer la RTS de façon directe ou indirecte par l'équipement, cet argent public-là appartient aux Sénégalais d'une manière ou d'une autre. Parce que où ce sont les impôts qui ont alimenté le trésor, et dans ce cas, l'État puise dans le trésor pour alimenter la RTS, ou bien c'est des financements qui sont obtenus dans le cadre de la coopération, et cette coopération est faite au nom des Sénégalais, donc c'est de l'argent qui appartient aux Sénégalais. S'il est investi à la RTS sous forme de redevance, ou bien sous forme de subvention, c'est de l'argent public. Donc le public a des droits sur la RTS. Il faudrait en ce moment qu'on fasse une réforme des statuts de la RTS. Une réforme qui permet de donner un droit de regard, un droit de contrôle des populations par l'entremise d'un certain nombre de représentations pour que la RTS soit vraiment une structure
adéquate. Mais ça doit passer déjà par une loi, parce que la loi actuelle... Mais c'est les statuts, il faut réviser les statuts de la RTS. Le statut fait qu'aujourd'hui, c'est le président de la République non seulement qui il faut désigne réviser le les statuts de la directeur RTS, mais il faut trouver un mode de financement public adéquat et qui puisse permettre d'avoir, de donner, non seulement de donner un droit de regard aux populations, mais de donner suffisamment de moyens à la RTS pour faire face à toutes les sollicitations dont elle fait l'objet. Le gros problème, et je terminerai par là, je sais que Babacar va nous taper sur les doigts, mais on voit dans certaines sociétés où la redevance justement marche, et vous le savez mieux que moi parce que vous êtes un scientifique dans ce domaine, la redevance marche, la redevance est payée par la population, mais ça n'empêche pas, ça ne donne pas forcément systématiquement la possibilité à cette même population d'infléchir sur les décisions. Malheureusement, je prends l'exemple de la France, exemple simple, sur les décisions des programmes donnés dans le service public. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression, et c'est un problème qui m'inquiète sincèrement, que la télévision aujourd'hui est devenue une arme simplement politique aux mains d'une minorité et que quels que soient les droits qui nous appartiennent ou qui nous reviennent, on se heurte à un mur quelque part. Et j'ai l'impression que dans les propositions que vous donnez, qui sont réelles, qui sont pragmatiques et qui s'appuient sur une expérience que très peu ont, il faut le dire, vous êtes peut-être encore dans l'idéalisme par rapport à cette possibilité de changer ces médias qui, quelque part, sont en train de se faire supplanter par les supports Internet qui, eux, sont aux mains de la population directe. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen aujourd'hui peut venir et créer son blog. N'importe quel citoyen, s'il le veut, peut créer sa micro-télé. Alors que quand il se met devant la télévision sénégalaise, guinéenne ou autre, etc., il sera soumis à des réalités qui, à la base, ne dépendent pas de lui. C'est ça qui m'inquiète. Je vais vous dire une chose. Kémy je Seba, comprends parfaitement ce que vous dites. Kémy Seba, je vais vous dire une chose. Cet idéal dont vous parlez, j'aimerais pouvoir le partager avec au moins 90% des Sénégalais, même 50% des Sénégalais, si cela arrivait, et qu'on s'y mette ensemble, on s'en sortirait. Parce que aujourd'hui, moi, quand j'écrivais ces livres-là, on était encore loin du passage au numérique. Le numérique, c'était prévu pour ce 2014-là. On l'a refoulé en 2015. Mais au moment où je commençais le livre, c'était pas encore... J'ai commencé ce livre en 2008. Je l'ai terminé en 2012, avec des arrêts. Mais ce que je veux dire, si maintenant, nous ne faisons pas en sorte que nous recréons les conditions, je ne dis pas recréer la radio ou la télévision, mais les conditions d'une bonne utilisation de la radio et de la télévision et de l'audiovisuel en général, public et privé, je ne vois pas d'issue. C'est pourquoi j'ai parlé de désespoir. Je comprends. Parce qu'il faut de la bonne production. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde parle de LMD. Lutte, musique, danse ou distraction. Moi, je dis danse ou distraction. Parce que les gens ne savent pas comment les choses sont arrivées. Je l'ai dit un peu dans le livre. Il y a beaucoup de gens qui se sont investis dans ce domaine, mais ils n'ont pas mesuré la qualité des ressources humaines qu'il fallait pour manager ces radios et ces télévisions, autant publiques que privées. Les hommes qui s'y déploient, les animateurs de radio ou de télévision, ne sont pas des animateurs de radio et de télévision? C'est des ambianceurs de boîtes de nuit et de Tanouber et de Tahouran et de Koladera. Ce n'est pas le même public que vous et moi dans notre salon avec nos préoccupations. On vient après une dure journée de labeur, on ouvre, on veut savoir ce qui se passe dans le monde et autour de nous. Vous êtes d'accord que ça, c'est présent dans beaucoup d'endroits, malheureusement. Parce qu'on a choisi des disques jockeys, des DJ. Les DJ, ils ont leur place dans les boîtes de nuit et dans les coladera. Ils n'ont pas leur place à la radio. Pour faire de l'animation musicale à la radio, l'animation musicale, c'est du journalisme culturel dans sa conception musicale. Bien sûr. On doit y apprendre quelque chose. Quand on fait de l'animation musicale, dans une tranche horaire, on doit savoir donner de l'information musicale. L'information musicale, ça suppose quoi? La personne qui écrit, la personne qui chante, pourquoi elle chante, pour qui elle chante, dans quel but, et comment elle fait sa musique. Cette musique-là, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Quand vous écoutez la radio, ce n'est pas pour forcément vous distraire, mais en écoutant de la radio de cette manière, non seulement vous vous distraire parce que vous entendez de la musique qui vous relâche, mais vous vous informez également. Et ces gens-là, ces musiciens, ces artistes-là, ils ont des idées qui peuvent faire avancer le monde, mais pas pour dire il y a manière ou bien il y a... Je ne sais pas comment le dire.
vraiment une dernière interpellation rapidement, Oui. en guise peut-être de solution, sans avoir vraiment la prétention de tout régler du haut de ce plateau-là. Nina était en train un petit peu d'évoquer cela, parce qu'on a souvent parlé de la direction de la RTS. Je crois que le mal peut-être part très souvent de là, et c'est normal. C'est à la tête comme on le dit, que le poisson pourrit. Est-ce qu'il ne serait pas adéquat aujourd'hui de changer le mode de désignation du directeur général de la RTS? Un appel à candidature, je ne sais pas, mais éviter justement que cette nomination-là vienne toujours du palais. Ce n'est pas seulement au niveau de la RTS, hein, parce que c'est là d'où ce n'est pas seulement au niveau de la RTS. Moi, j'ai dit dans beaucoup d'autres domaines, il faut des appels à candidature. Okay. Parce que... Il ne faut pas tout dire. Peut-être que les agents de la RTS devraient réclamer ça, monnaie des combats. Monsieur Thiam, vous êtes une ONG qui lutte contre la pauvreté au Sénégal. Vous avez certainement besoin de l'audiovisuel, des médias, tout comme nous et comme toutes les couches de notre société. Qu'est-ce que ce débat-là vous inspire? Vous l'avez si bien dit, on a besoin des médias, raison pour laquelle je suis présent ici dans cette émission pour pouvoir véhiculer le message. En tout cas, en ce qui concerne la RTS, je ne suis pas une professionnelle en matière de journalisme de la télévision, mais il y a un langage de la rue qui disent la RTS, maintenant c'est rien tous les soirs. Ça veut dire que... Depuis longtemps. Depuis longtemps. Ça a changé, c'est rien tous les soirs. Et tout récemment, j'espère que le président avait même diabolisé en fait les programmes de la RTS. Ce qui confirme ce que dit monsieur Diakité. Donc, il faut vraiment qu'il change d'attitude vis-à-vis au public et la demande. J'espère que heureusement les privés sont là, mais sinon ça c'est une catastrophe. Justement, là est le problème. Quand un Sénégalais lambda dit heureusement que les privés sont là, ça veut dire que le service public ne joue pas son rôle. Voilà, c'est ça. Et c'est la mort dans l'âme qu'on le dit, heureusement que le privé est là. Mais est-ce que le privé doit jouer le rôle du public? Là est la question. Je me demande même si le privé lui-même est à la hauteur de la mission. Mais enfin, c'est un débat qui est entamé, je crois, qui reste ouvert. Et en tout cas, je suis absolument persuadé que ce livre-là, tout comme vous y avez l'intention, aujourd'hui est un outil puissant, comme la télé l'est, véritablement pour amorcer ce débat-là et peut-être éventuellement y trouver des solutions. Après moi, que d'autres journalistes, parce que vous savez, à la RTS, il y a des têtes à la RTS. Il y a de grosses têtes, des têtes bien pleines. Mais on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Comme on dit, ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Ceux qui ne font pas de bruit, ils sont là-bas, ils savent ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Mais moi, j'aimerais bien que les journalistes prennent sur leur initiative de partir, parce qu'ils ne peuvent pas faire le travail au niveau, par exemple, de la RTS. Mais c'est arrivé avec beaucoup de gens, Babacar, que beaucoup de gens soient partis parce qu'ils ne se retrouvaient pas. Je ne vais pas me flatter, mais moi, je fais partie de ceux... D'abord, moi, je ne suis pas universitaire, je n'ai pas fait de grandes études. Je suis plus ou moins autodidacte. J'ai arrêté mes études en 3e. Je n'ai comme un BEPC. Je n'ai jamais fait le lycée ni l'université, quoi que ce soit. J'ai travaillé tout seul. J'ai commencé dans ma ville natale, Tambacounda, en 1974. Quand j'étais là-bas, les gens m'écoutaient, faire mes reportages, mes animations, mes émissions. J'en avais beaucoup. Les gens ils se demandaient, mais ce monsieur-là, est-ce qu'il est vraiment sénégalais? Les gens se posaient la question. Il y en a qui disaient que j'étais un toubab. J'ai dit non, je ne suis pas toubab, je suis plus noir que vous tous. Je suis purement sénégalais. Et je suis même plus africain, parce que j'ai des origines guinéo-maliennes. Je suis sénégalais, je suis né au Sénégal, dans le Sénégal, la colonie du Sénégal, la colonie française du Sénégal, je suis né dans cette colonie-là. À l'indépendance, je suis devenu sénégalais. Voilà, donc moi j'ai commencé à Tambacounda. Je suis resté 26 ans à Tambacounda. Quand j'y étais, les gens avaient vu en moi quelqu'un de talentueux, quelqu'un de bien. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu perds ton temps dans cette région-là? Il faut aller à Dakar. C'est là où tout se passe. J'ai dit, non. Si toute la bonne graine doit aller à Dakar, et le reste du pays, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si vous pensez que vraiment je suis une bonne graine, je préfère rester dans la région, être une bonne semence dans cette région-là pour éclore d'autres talents.
Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Pendant 26 ans, je suis resté dans les régions. Ce qui fait qu'à Dakar, on ne me connaissait pas. On ne me connaissait qu'à travers les ondes. Je suis arrivé à Dakar, j'ai fait 13 ans à Dakar, j'ai pris ma retraite. Donc, ce qui veut dire que s'il y a des gens qui ont choisi de partir, beaucoup d'autres comme moi ont choisi de rester et qui ont fait toute leur carrière à la RTS. Je n'ai pas voulu m'encombrer avec des considérations de politique politicienne ou des appuis politiques ou des appuis religieux ou confréries. J'ai compté sur mon travail, sur mon savoir et sur mon savoir-faire, sur ma volonté de travailler, sur le devoir que j'avais vis-à-vis de ma patrie et ce que j'ai fait. Même si je n'ai pas eu de promotion dans ce sens. Malheureusement, Kadjali, je crois qu'on va terminer par ça. Excuse-moi, Babacar. Mais c'est pour dire malheureusement que dans ce système et dans cette maison, ce qui se passe, c'est que quand il y a des journalistes aussi talentueux qui décident de rester, ils sont les moutons noirs, c'est les rebelles qui ne veulent pas suivre la mouvance et qui ne sont jamais nommés au poste qu'il faut et ce ne sont jamais les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est du copinage, du pilotage, etc. C'est regrettable. Mais enfin, encore une fois, j'espère que votre livre servira de déclic et qu'il servira véritablement un petit peu à faire évoluer les choses dans un sens beaucoup plus adéquat pour le bien de nous tous, parce que c'est un service qui nous appartient tous. Nous avons également nos sous en tant que citoyens. Nous avons le devoir de le dire quand ça ne semble pas beaucoup.